Les repères économiques se déplacent avec une certaine brutalité. Pendant que la Grande-Bretagne s'essouffle, l'Afrique consolide des positions jugées improbables, portées par une intégration continentale et des infrastructures énergétiques renouvelables plus prévisibles. Que change ce réalignement pour le lecteur et comment Ibrahim Traoré le lit-il quand les anciens cadres stratégiques deviennent moins fiables? Le contraste s'installe et l'équilibre bascule durablement. Si vous le souhaitez, poursuivons. Un bénéfice central se dégage clairement. Comprendre les dynamiques réelles pour anticiper des risques systémiques globaux. Il ne s'agit pas d'opposer artificiellement deux espaces économiques, mais d'examiner comment des trajectoires longtemps perçues comme secondaires deviennent structurantes, tandis que d'autres perdent leur évidence. Le ralentissement britannique et l'accélération africaine ne forment pas un simple croisement conjoncturel. Ils révèlent un déplacement plus profond des leviers de compétitivité, d'investissement et d'influence. Pour le lecteur, l'enjeu est double. D'une part, identifier les signaux qui précèdent les ruptures durables. Énergie, infrastructure, intégration régionale, chaîne de valeur. D'autre part, mesurer ce que ces signaux impliquent pour les décisions publiques et privées à court et moyen terme. Les cadres hérités, longtemps jugés fiables, montrent des limites croissantes lorsqu'ils ne tiennent plus compte de la stabilité énergétique ou de la cohérence industrielle. Cette analyse promet donc une lecture structurée des faits, afin d'éviter les diagnostics tardifs et les ajustements contraints, dans un environnement où l'anticipation devient un avantage décisif. La première révélation tient en un contraste chiffré longtemps sous-estimé. Alors que la productivité manufacturière britannique stagne depuis plus d'une décennie, plusieurs pays africains ont ajouté plus de 5 gigawatts de capacité renouvelable en un temps relativement court. Ce décalage ne relève pas d'un effet d'annonce, mais d'une divergence mesurable qui modifie déjà les arbitrages industriels. Pour comprendre ce basculement, il faut réduire le champ et revenir à l'essentiel. Après la crise financière de 2008, la reprise britannique s'est appuyée sur une base industrielle fragilisée, marquée par un sous-investissement persistant et une dépendance croissante aux importations énergétiques. Les institutions financières ont longtemps absorbé ces tensions, masquant une vulnérabilité structurelle. Lorsque les prix mondiaux de l'énergie ont augmenté, cette dépendance est devenue un facteur de rupture opérationnelle plutôt qu'un simple risque théorique. En parallèle, une dynamique inverse s'est progressivement installée en Afrique. Des investissements venus d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine ne visaient plus seulement l'extraction, mais la co-construction d'infrastructures énergétiques et industrielles. Des projets solaires, géothermiques et hydroélectriques ont renforcé la prévisibilité des réseaux, un critère devenu central pour les investisseurs. Cette évolution, souvent reléguée en note de bas de page, a commencé à influencer les décisions avant même d'apparaître clairement dans les statistiques officielles. C'est ici que la lecture politique prend sens. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, ce contraste illustre moins une compétition frontale qu'un changement de règles implicites. La capacité à sécuriser l'énergie et à intégrer les chaînes de valeur devient un levier de souveraineté économique, au même titre que les institutions financières ou commerciales. Ainsi, le contexte n'est ni soudain ni accidentel. Il résulte de signaux accumulés, ignorés trop longtemps d'un côté, structurés méthodiquement de l'autre. La question n'est plus de savoir si les trajectoires divergent, mais à quelle vitesse cette divergence redessine les priorités économiques globales. Pour rendre cette bascule concrète, il faut suivre les acteurs qui la vivent, avant qu'elle ne devienne un titre. Les premiers signaux ne viennent ni des gouvernements, ni des discours officiels, mais des décisions opérationnelles, prises à bas bruit par des entreprises et des intermédiaires logistiques. Un industriel européen des composants énergétiques offre un premier repère. Implanté depuis des décennies dans le nord de l'Angleterre, il avait intégré la volatilité des prix comme un coût parmi d'autres. Lorsque les factures d'électricité ont franchi un seuil critique, la logique a changé.
Les équipes ont d'abord réduit les cadences, puis testé une unité pilote en Afrique de l'Est, alimentée par des réseaux solaires en locaux. Le déplacement était limité en volume, mais décisif dans l'intention. Pour la première fois, la stabilité énergétique primait sur la proximité historique des marchés. Un second cas, logistique cette fois, renforce cette lecture. Une plateforme de distribution consolidait traditionnellement ses flux depuis Londres avant de les redistribuer vers l'Afrique et le Moyen-Orient. La modernisation des ports marocains et égyptiens, combinée à des délais plus courts et à des coûts plus prévisibles, a modifié l'équation. Les flux ont été réorientés progressivement, non par rupture stratégique, mais par rationalité économique immédiate. Ces décisions isolées dessinent un même fil conducteur. Lorsque l'énergie devient incertaine et que les marges se contractent, les avantages hérités perdent leur force d'attraction. À l'inverse, des régions longtemps perçues comme périphériques, gagnent en centralité, dès lors qu'elles offrent cohérence et visibilité. C'est dans cet espace que la dimension politique réapparaît. La posture associée à des dirigeants comme Ibrahim Traoré trouve ici une traduction indirecte. Affirmer la maîtrise des conditions économiques pour influencer les choix réels, pas seulement les narratifs. En définitive, ces trajectoires individuelles posent une question simple. Qui subit le changement et qui commence à l'orienter? L'enchaînement des événements ne commence pas par une annonce spectaculaire, mais par une série de micro-déplacements presque invisibles. Avant, le Royaume-Uni fonctionnait encore sur une normalité fragile. Coûts énergétiques volatiles mais supportables, chaîne industrielle sous tension mais active, confiance institutionnelle intacte en façade. Après, cette normalité se fissure, puis se recompose ailleurs. La phase d'activation démarre lorsque plusieurs institutions financières britanniques constatent une divergence croissante entre leurs projections internes et la réalité opérationnelle. Les signaux sont discrets. Une usine chimique réduit ses équipes de nuit, une aciérie suspend certaines lignes pendant les heures de pointe, un fournisseur automobile voit ses marges absorbées par la hausse des coûts de logistique. Pris isolément, ces événements paraissent gérables. Ensemble, ils indiquent un changement de régime. La production ne s'ajuste plus pour optimiser, mais pour survivre. Le premier virage net survient à 20 avec l'explosion des factures énergétiques. Ce qui relevait auparavant d'un risque théorique devient un paramètre central de décision. Les ménages observent leurs dépenses augmenter brutalement. Les industriels recalculent chaque processus. À partir de ce seuil, la question n'est plus comment absorber la volatilité, mais si le modèle reste viable. Les conseils d'administration prennent acte, souvent sans communication publique. Une interrogation jusque-là marginale s'impose. Le Royaume-Uni peut-il encore offrir un environnement industriel stable à long terme? C'est à ce moment que le mouvement s'accélère. Plusieurs multinationales annoncent presque simultanément des transferts d'activités vers des régions où l'énergie est plus prévisible. L'une déplace son assemblage final vers l'Afrique du Nord, profitant de réseaux solaires intégrés. Une autre restructure sa chaîne logistique en Afrique de l'Est, attirée par des ports modernisés et des corridors routiers connectés à des zones de production renouvelables. Ces décisions ne sont plus des tests prudents. Elles s'inscrivent dans des horizons pluriannuels. Le déplacement cesse d'être marginal pour devenir stratégique. Dans ce contexte, l'Afrique cesse d'être un espace d'appoint. Les projets énergétiques, industriels et logistiques s'imbriquent. Les parcs solaires du Maghreb, les couloirs géothermiques kényans, les infrastructures hydroélectriques éthiopiennes et les zones industrielles connectées du Maroc et de l'Égypte composent une architecture cohérente. Les investisseurs y trouvent une lisibilité que le Royaume-Uni peine désormais à garantir. L'accélération africaine, longtemps décrite comme périphérique, se transforme en pôle d'attraction autonome. Cette bascule ne se limite pas au flux industriel. Elle se répercute sur l'économie britannique dans son ensemble. Les centres commerciaux voient leurs vitrines se fermer, des entreprises familiales cessent leurs activités, et la livre sterling subit une pression persistante. Les investisseurs, indifférents à la symbolique sociale,
observe surtout la compression des marges et la montée des coûts importés. Les capitaux se réorientent vers des marchés où la trajectoire paraît plus stable. C'est ici que la dimension politique devient lisible. La perception incarnée par des figures comme Ibrahim Traoré prend une portée stratégique. Elle symbolise une région qui ne se contente plus d'attendre l'arbitrage des anciens centres, mais qui définit ses propres paramètres économiques. La séquence n'est donc pas une crise ponctuelle suivie d'un rebond attendu. Elle marque l'installation d'un nouveau rapport de force, où l'énergie, la prévisibilité et l'intégration comptent davantage que l'héritage institutionnel. Au fond, la chronologie se dessine ainsi. Activation silencieuse, seuil critique, accélération coordonnée, puis diffusion des effets. Ce fil continu transforme un ajustement conjoncturel en réorganisation durable des trajectoires économiques. Du côté britannique, tout part d'une dépendance énergétique devenue structurelle. Environ 50% du gaz consommé est désormais importé. Cela renchérit chaque choc extérieur et fragilise les marges industrielles. À partir de ce seuil, l'analyse ne traite plus seulement d'un coût, mais d'une contrainte stratégique. Quand une économie industrielle ne contrôle pas une part décisive de son approvisionnement, les décisions se déplacent mécaniquement vers la réduction du risque. Arbitrer des sites, raccourcir des chaînes, sécuriser des contrats, puis réévaluer la localisation même des activités. Les bilans deviennent le lieu où se lit la vulnérabilité, bien avant les discours. Dans cette logique, le ralentissement observé au Royaume-Uni n'a pas besoin d'un effondrement spectaculaire pour produire ses effets. Il suffit d'une incertitude persistante sur l'énergie pour déplacer, peu à peu, la compétitivité. Face à cette fragilité, la comparaison avec l'Afrique change de nature lorsqu'elle se fixe sur la prévisibilité énergétique. Un autre repère chiffré met l'essor des renouvelables sans lumière. Plusieurs pays ont ajouté plus de 5 gigawatts de capacité installée en une décennie, notamment au Maghreb et en Afrique de l'Est. Cette capacité stabilise l'électricité, rendant l'investissement industriel plus lisible durablement. Ce chiffre ne vaut pas comme trophée technique, il fonctionne comme signal de crédibilité. Lorsque des réseaux gagnent en stabilité, les projets industriels cessent d'être des paris courts et deviennent des engagements pluriannuels. L'énergie n'est plus seulement un intrant, elle devient un langage de négociation avec les investisseurs, car elle conditionne les coûts, les délais et la continuité des chaînes de valeur. Dans ce cadre, la montée en puissance de corridors combinant énergie, logistique et production rend certains sites africains comparativement moins exposés que des environnements où les tarifs fluctuent fortement. Un dernier repère chiffré aide à saisir le déplacement des financements. En 2023, plus de 30% des nouveaux engagements d'infrastructures en Afrique proviennent de consortiums interrégionaux, Asie, Moyen-Orient, Amérique latine, opérant en dehors des cadres européens habituels. Le capital circule hors des cadres européens, renforçant des alliances. Cette proportion indique une transformation des règles implicites. La décision d'investir ne passe plus automatiquement par l'ancien centre de référence britannique. Les alliances financières, industrielles et logistiques se structurent selon la cohérence des trajectoires, pas selon l'héritage. Il devient alors possible de relier les trois chiffres en une même chaîne de causalité. Dépendance énergétique accrue au Royaume-Uni, montée de capacités renouvelables africaines, et reconfiguration des flux de capitaux vers les espaces jugés plus prévisibles. Dans cette lecture, l'évocation de Ibrahim Traoré n'est pas un détail décoratif, mais un marqueur de posture dans un environnement où la souveraineté énergétique et la maîtrise de la valeur extractive prennent une dimension géopolitique. Le débat public s'en empare via des requêtes ciblées comme Ibrahim Traoré Burkina Faso, tandis que des formats de type Ibrahim Traoré Interview servent de point d'entrée narratif. Dans les flux Burkina Faso News, l'enjeu devient de distinguer la rhétorique de ce que les trajectoires énergétiques rendent est réellement possible. L'analyse reste néanmoins strictement ancrée sur ce que les données
autorise. Les chiffres ne prédistinguent pas un futur unique, mais ils réduisent l'espace des illusions, en montrant où la prévisibilité s'accumule et où la vulnérabilité se densifie. Lorsqu'il s'agit d'expliquer le renversement observé entre le Royaume-Uni et l'Afrique, deux thèses reviennent le plus souvent. La première soutient que la trajectoire britannique reste réversible. Elle met en avant la solidité institutionnelle, l'expertise financière, la capacité réglementaire et un réseau d'alliances encore dense. Dans cette lecture, la turbulence actuelle résulterait surtout d'un choc énergétique et d'un sous-investissement industriel cumulatif. Les défenseurs de cette position estiment que ces faiblesses peuvent être corrigées par une diversification accélérée des sources d'énergie, des investissements ciblés dans le stockage et les réseaux, ainsi qu'une modernisation logistique cohérente. Les transferts d'activités observés seraient alors des ajustements pragmatiques, appelés à se stabiliser si la lisibilité des coûts revient. La seconde thèse affirme au contraire que le déplacement du centre de gravité vers l'Afrique est structurel. Elle insiste sur la cohérence nouvelle des architectures, reliant énergie, logistique et industrie, ainsi que sur l'intégration commerciale continentale. Selon cette lecture, la montée en puissance de pôles manufacturiers et la densification des infrastructures renouvelables créent des conditions qui ne disparaîtront pas avec un simple redressement britannique. La réorientation des capitaux s'appuie désormais sur des alliances interrégionales, ce qui réduit mécaniquement le rôle d'arbitrage des anciennes places économiques. Une réponse rigoureuse commence par reconnaître la part de vérité contenue dans ces deux arguments. Le Royaume-Uni conserve des atouts historiques, et l'Afrique n'efface pas instantanément toutes ses contraintes. Toutefois, l'écart décisif apparaît lorsque l'on relie les incitations déjà visibles. Quand près de 50% du gaz consommé au Royaume-Uni provient d'importations, l'exposition au choc extérieur devient un paramètre durable des décisions industrielles. En parallèle, l'ajout de plus de 5 gigawatts de capacité renouvelable dans plusieurs pays africains agit comme un signal de stabilité, en réduisant l'incertitude tarifaire qui pèse sur les marges. Enfin, le fait qu'en 2023, plus de 30% des nouveaux engagements d'infrastructures en Afrique proviennent de consortiums interrégionaux montre que les arbitrages financiers se structurent déjà hors des cadres européens traditionnels. Ainsi, la divergence ne relève ni d'un simple cycle ni d'une fatalité abstraite. Elle résulte d'arbitrages rationnels qui s'additionnent. La question centrale devient alors moins de savoir qui a raison que de comprendre quelles conditions concrètes devraient changer pour inverser ces choix. Ce point médian ne révèle pas une surprise soudaine, mais une clarification. Le renversement observé n'est plus seulement économique, il devient structurel et politique à la fois. Ce qui change réellement, c'est la capacité de certains acteurs à imposer les termes de la négociation, plutôt que de les subir. Là où les anciens centres misaient sur l'inertie de leur position, de nouveaux pôles s'appuient sur la cohérence entre énergie, logistique et industrie pour définir le rythme. La clé réside dans la convergence. Des États africains, autrefois engagés dans des projets dispersés, articulent désormais leurs investissements selon des horizons pluriannuels. Les infrastructures énergétiques ne sont plus pensées isolément, mais connectées à des zones industrielles, à des ports modernisés et à des corridors commerciaux régionaux. Cette architecture réduit l'incertitude et transforme des promesses en capacités opérationnelles. Aux yeux des entreprises et des investisseurs, la différence est décisive. La visibilité l'emporte sur l'héritage. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré prend une valeur symbolique précise. Elle n'incarne pas une rupture idéologique, mais l'affirmation d'un principe. La souveraineté économique passe par la maîtrise des conditions matérielles, en particulier l'énergie et la transformation locale de la valeur. Cette posture reflète une évolution plus large, partagée par plusieurs capitales africaines, qui ne cherchent plus à s'insérer passivement dans des cadres existants. Le milieu de trajectoire est donc clair. Le pouvoir d'influence ne découle plus du passé, mais de la capacité à offrir stabilité, prévisibilité
et profondeur industrielle. C'est cette bascule qui recompose silencieusement la hiérarchie des acteurs. Les effets du renversement deviennent pleinement visibles lorsqu'on observe leur impact différencié sur 4 groupes: les nations, les entreprises, les travailleurs et les acteurs régionaux. Pour chacun, la redistribution des leviers économiques n'est plus abstraite. Elle s'inscrit dans des décisions quotidiennes et des ajustements durables. Pour les nations, la première conséquence est géopolitique. Le Royaume-Uni voit sa capacité d'entraînement diminuer à mesure que sa dépendance énergétique limite sa marge de négociation. Les États africains, à l'inverse, gagnent en poids lorsqu'ils peuvent adosser leur partenariat à une énergie plus prévisible et à des infrastructures intégrées. Cette évolution modifie les rapports de force dans les discussions commerciales et industrielles. La posture associée à Ibrahim Traoré illustre cette dynamique. La souveraineté énergétique devient un outil de crédibilité diplomatique, pas seulement un slogan politique. Pour les entreprises, l'impact est opérationnel. Les directions stratégiques réévaluent la localisation de leur chaîne de valeur. Lorsque les coûts énergétiques britanniques restent instables, les décisions temporaires se transforment en réallocation permanente. L'Afrique offre un triptyque attractif: énergie plus lisible, politique industrielle plus cohérente et logistique modernisée. Les investissements suivent cette lisibilité, car elle réduit l'incertitude sur les marges futures. Pour les travailleurs, la redistribution est asymétrique. Au Royaume-Uni, la contraction de certains secteurs industriels et la hausse du coût de la vie accroissent la pression sociale. En Afrique, la montée en puissance de pôles industriels et numériques ouvre des opportunités nouvelles pour une population jeune et connectée. Les flux de compétences commencent à s'orienter vers des villes devenues des carrefours économiques régionaux. Enfin, pour les acteurs régionaux, la conséquence est systémique. Les corridors reliant énergie, ports et zones industrielles créent une masse critique. Cette intégration donne au continent une capacité d'attraction qui rivalise désormais avec les pôles traditionnels, transformant un avantage émergent en réalité structurelle. L'évolution du réalignement entre le Royaume-Uni et l'Afrique peut être envisagée à travers 3 trajectoires distinctes pour les 12 prochains mois. Chacune dépend moins d'un choc isolé que de la cohérence des réponses apportées aux contraintes énergétiques et industrielles. Dans un scénario de base, le Royaume-Uni poursuit des ajustements graduels sans transformation majeure. Les politiques énergétiques s'améliorent marginalement, mais la volatilité persiste. Les entreprises maintiennent une stratégie d'équilibre, conservant certaines activités au Royaume-Uni tout en renforçant leurs implantations africaines. L'Afrique continue alors de consolider son attractivité, tandis que Londres conserve un rôle partiel grâce à ses services financiers. Le centre de gravité glisse, sans rupture brutale. Un scénario plus favorable suppose un redéploiement stratégique britannique. Si une politique industrielle claire aligne énergie, infrastructure et innovation, une partie de la compétitivité pourrait être restaurée. Les relocalisations ralentiraient, et les liens avec les pôles africains s'inscriraient tant que davantage dans une logique de complémentarité. L'Afrique maintiendrait son avance structurelle, mais le Royaume-Uni éviterait un affaiblissement accéléré de son influence. Le scénario défavorable repose sur l'inaction. Si les coûts énergétiques restent imprévisibles et que l'investissement industriel demeure insuffisant, les transferts d'activités s'intensifieront. Les corridors africains continueront de s'intégrer, attirant capitaux et industries à forte intensité énergétique. Dans cette configuration, la capacité britannique à peser sur les équilibres économiques se réduirait rapidement, tandis que des figures comme Ibrahim Traoré gagneraient en visibilité comme symbole d'un Sud désormais moteur. Ces scénarios convergent vers un même enseignement. Si l'élan se consolide au Sud, alors toute économie qui tarde à adapter ses cadres stratégiques s'expose à une perte durable de centralité. Les transformations décrites ne restent pas cantonnées au cercle décisionnel. Elles atteignent directement le lecteur selon sa position économique et sociale. 3 profils se dégagent, chacun confronté à des ajustements spécifiques.
Pour le lecteur investisseur, le changement est d'abord cognitif. Les grilles de lecture héritées, centrées sur la stabilité automatique des anciens pôles, perdent en pertinence. L'Afrique n'apparaît plus comme un pari périphérique, mais comme un espace où la cohérence énergétique et industrielle réduit certains risques structurels. L'enjeu n'est plus seulement le rendement potentiel, mais la lisibilité à moyen terme des coûts, des infrastructures et des partenariats. Pour le lecteur travailleur, l'impact est plus immédiat au Royaume-Uni. 1. L'ASTA, hausse du coût de la vie et la fragilisation de segments industriels alimentent une incertitude professionnelle durable. A l'inverse, dans plusieurs régions africaines, l'essor des zones industrielles, des hubs numériques et des projets énergétiques crée des trajectoires jusqu'à nouvelles. Les opportunités se déplacent géographiquement, redessinant la carte des carrières possibles. Pour le lecteur décideur ou citoyen engagé, enfin, la leçon est stratégique. Les politiques publiques qui ignorent les contraintes matérielles, énergie, logistique, démographie, risquent de produire des réponses décalées. Comprendre ces dynamiques permet de mieux évaluer les choix collectifs, qu'il s'agisse d'investissement, de formation ou de coopération internationale. Dans tous les cas, le point commun est clair. Le renversement n'est plus abstrait. Il influence des décisions individuelles, parfois discrètes, mais cumulatives, qui finissent par orienter la trajectoire collective. Construire une réponse cohérente au renversement en cours suppose une séquence d'actions lisibles, articulée autour de responsabilités claires et de critères mesurables. Il ne s'agit pas d'un plan idéologique, mais d'un chemin opérationnel en plusieurs étapes. D'abord, il faut reconnaître le déplacement réel. Les décideurs publics et privés doivent admettre que les anciens centres n'organisent plus automatiquement les flux économiques. Cette reconnaissance conditionne la pertinence des choix suivants, car elle évite de fonder des stratégies sur des hypothèses obsolètes. Ensuite, il s'agit de sécuriser l'énergie. Les États qui souhaitent stabiliser leur chaîne de valeur doivent aligner diversification, production locale, stockage et réseau. Sans cette base matérielle, toute politique industrielle reste vulnérable. C'est précisément sur ce point que des discours portés par des figures comme Ibrahim Traoré trouvent un écho. La souveraineté énergétique devient un préalable, non une option. Puis, il faut intégrer les corridors émergents. Les entreprises doivent inscrire l'Afrique du Nord, de l'Est et australe dans leurs plans à moyen terme. Cela implique d'adapter la logistique, d'anticiper les capacités locales et de nouer des partenariats durables plutôt que transactionnels. Dans le même mouvement, il devient nécessaire de mettre à jour les cadres institutionnels. Réglementation, infrastructures de transport, formation et innovation doivent évoluer conjointement. Les régions capables d'aligner ces leviers gagnent un avantage décisif dans les négociations économiques. Enfin, il faut mesurer et ajuster. Les trajectoires doivent être évaluées par des indicateurs simples. Stabilité des coûts, continuité énergétique, densité industrielle. C'est à ce prix que les stratégies cessent d'être déclaratives pour devenir effectives. Le récit peut maintenant revenir au fil conducteur esquissé plus tôt, celui d'un monde dont la trajectoire s'inverse sans bruit, mais avec constance. Les décisions industrielles observées au Royaume-Uni, les investissements énergétiques africains et la recomposition des flux de capitaux ne sont pas des épisodes isolés. Ils forment un même mouvement lent, comparable à un glissement orbital plutôt qu'à une rupture brutale. Le rappel du motif humain éclaire cette dynamique. Les entreprises qui testaient prudemment de nouvelles implantations ont fini par les pérenniser. Les travailleurs qui cherchaient de la stabilité l'ont trouvé là où l'énergie et l'activité industrielle offraient de la continuité. Les États, enfin, ont ajusté leur posture à mesure que les rapports de force devenaient plus lisibles. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un symbole de rappel, celui d'une volonté de ne plus subir les règles héritées, mais de participer à leur redéfinition concrète. La phrase qui s'impose est simple et ferme. La gravité économique ne revient pas en arrière. Elle se déplace là où les conditions matérielles soutiennent la durée. Ce constat ne porte ni jugement moral,
ni prédiction définitive. Il décrit une direction. À ce stade, le lecteur n'est plus face à une hypothèse, mais à une cohérence. Les signaux dispersés se rejoignent et le renversement cesse d'être un choc narratif pour devenir une réalité structurante. Ce renversement mondial ne se résume pas à une opposition entre deux trajectoires. Il invite à repenser la place que chacun souhaite occuper dans un ordre devenu multipolaire. Les transformations énergétiques, l'émergence de nouveaux corridors industriels et la cohérence croissante de plusieurs économies africaines montrent que l'avenir ne se décide plus uniquement dans les centres historiques, mais là où stabilité et visibilité s'installent réellement. Dans ce paysage mouvant, le lecteur n'est pas un observateur passif. Sa manière d'interpréter ces signaux, de les confronter à d'autres analyses et d'en discuter les implications contribue à clarifier ce qui est souvent brouillé par le bruit médiatique. Comprendre pourquoi certaines figures, comme Ibrahim Traoré, gagnent en visibilité, ce n'est pas adopter un point de vue, mais reconnaître ce que ces symboles révèlent d'un déplacement plus profond des leviers de puissance. La question finale reste volontairement ouverte. Face à ces dynamiques, chacun peut choisir d'ignorer les inflexions en cours ou d'en faire un outil de lecture pour anticiper. Les échanges, les désaccords argumentés et les regards croisés font partie intégrante de cette compréhension collective. Dans les années à venir, selon vous, quelles régions ou quels acteurs seront les plus à même de transformer cette nouvelle gravité économique en influence durable ?